ce travail sur les acteurs de l'accompagnement de la vie associative, après avoir détaillé l'étude qui a été faite au sein du Conseil régional de Bretagne par Orlan Méhu avec différentes interventions. Nous allons maintenant regarder une autre région, c'est la région des Hauts-de-France, avec Claire Bizet qui va nous expliquer comment est organisé ce qu'ils appellent les PAVA+, en tout cas tout ce réseau qui est animé au sein de sa région. Merci Claire déjà Bizet de nous rejoindre un samedi, de venir témoigner pour les Bretons de ce que les gens du Nord arrivent à faire. Bonjour, à tous et à toutes et puis merci pour l'invitation. J'aurais préféré avoir l'opportunité de venir vous rendre visite, dans votre belle région de Bretagne, mais tant pis, je suis dans ma cuisine et je participe quand même à vos échanges qui sont, riches et je dois dire que je suis, impressionnée par le dynamisme de votre vie associative, dans la région bretonne. Je vais vous présenter effectivement alors je vais opérer un partage d'écran. Voilà, 2 secondes, le temps que ça se mette, en marche. Excusez-moi, j'ai pas répété. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. OK. Alors il faut que j'arrive à me mettre en diaporama. Voilà, c'est fait. Donc je vais vous présenter le dispositif qui existe en région Hauts-de-France, depuis, alors vous savez que la région Hauts-de-France, elle est issue d'une fusion, de 2 ex-régions, le Nord-Pas-de-Calais d'un côté et la Picardie de l'autre. Moi, je suis donc directrice du mouvement associatif des Hauts-de-France. J'étais, directrice du mouvement associatif de la Picardie et voilà, qui a, aussi, contribué à structurer ce dispositif et qui, aujourd'hui, donc existe depuis que la région Hauts-de-France existe en tant que telle, donc c'est-à-dire depuis, 2016, mais qui avait un existant, déjà sur les 2 ex-régions, hein, qui nous a permis assez rapidement en fait de, reconstruire un dispositif, harmonisé à l'échelle de la nouvelle région Hauts-de-France. Donc depuis, les 2 réseaux existaient, on va dire à peu près, chacun de chaque côté, depuis 2005 et depuis, 2011, il y avait déjà des relations puisqu'on était voisins, et que, ça nous intéressait de comprendre ce qui se passait, de chaque côté et qu'on avait bien repéré qu'il y avait, dans chaque région, cette démarche, assez similaire de structuration des ressources de l'accompagnement et de structuration d'un réseau destiné à mieux informer les associations sur toutes les aides, auxquelles elles pouvaient prétendre. Donc, on avait lancé, un processus de rapprochement en 2015 et puis, voilà, on a ouvert officiellement le nouveau réseau qui s'appelle PIVA. L'idée, c'était évidemment de se redonner une identité commune pour, créer ce sentiment d'appartenance à ce nouveau réseau Hauts-de-France, à partir des 2 anciens réseaux. Alors, le réseau PIVA, c'est le réseau des points d'information à la vie associative. Qu'est-ce que c'est? C'est un réseau multi-ressources. C'est un réseau qui s'adresse, au grand public, au public associatif de manière générale, pour délivrer des informations gratuites. Donc ça, c'est un des grands principes inscrits dans notre fonctionnement, la gratuité, de cet accès à l'information et qui, se trouve partout en Hauts-de-France. Aujourd'hui, on a, 100 points qui maillent le territoire, de la région, et avec une mission d'accueil et d'information, mais que je vais, détailler, par la suite. Alors, qu'est-ce que c'est un PIVA? Un PIVA, c'est d'abord une structure, un lieu, identifié sur un territoire dans lequel on va trouver des personnes, contacts. Donc pour être point d'information à la vie associative, un des prérequis, c'est d'avoir une personne physique qui soit identifiée, un contact pour qu'il y ait, bien ce lien humain qui soit fait avec l'association et que quand une association, elle cherche une réponse, elle ait bien, un contact identifié à contacter donc. Des outils qui sont mises à disposition. Et puis, le réseau PIVA, c'est une diversité d'acteurs. C'est une des particularités peut-être de notre réseau. C'est un réseau multi-acteurs composé à la fois de structures publiques, hein, qui peuvent être des mairies, qui peuvent être parfois le greffe des associations peut être aussi intégré au réseau, des associations, bien sûr, des structures associatives, et puis, voilà, des institutions publiques et des associations.
Et les points PIVA sont des structures qui sont toutes volontaires pour faire cette mission d'accueil et d'information, qui sont en réseau, qu'on qualifie et qui sont structurées autour d'une mission d'information sur les questions généralistes de la vie associative. Donc ça, c'est la façon dont on communique auprès des bénéficiaires, hein. Donc le réseau PIVA s'adresse à toutes les associations, aux porteurs de projets, aux collectivités, à toute personne qui a une question sur la vie associative. Et bien sûr, c'est un service gratuit et qu'on a pensé dans la proximité, puisque l'idée, c'était effectivement de mailler au maximum le territoire. On a beaucoup de zones rurales en Hauts-de-France, donc c'était important dans ce qui a prévalu à la fondation du réseau. Il y avait l'idée que toute personne pouvait trouver près de chez lui un premier relais d'information qui pouvait éventuellement le rediriger ensuite vers des ressources beaucoup plus expertes, mais qu'au moins il y avait une personne pour répondre à ses premières questions près de chez lui. Alors, qu'est-ce qu'on a cherché à faire en développant ce réseau? Eh bien, il y avait l'idée voilà, de développer une qualité de service d'accueil et d'accompagnement de la vie associative, de favoriser l'accès à une information de qualité, mais aussi d'animer des dynamiques sur le territoire au travers de ce réseau et de construire un réseau d'acteurs qualifiés, encore une fois. Puisqu'en fait, ce qu'on remarquait, c'est qu'on avait pas toujours les mêmes réponses à la même question. C'est-à-dire quand on est allé sur le terrain interroger les bénévoles associatifs, ils nous ont dit avoir eu parfois des informations contradictoires. Donc, l'idée, c'était aussi qu'en mettant tout le monde en réseau et en formant tout le monde, on va dire, aux fondamentaux de la vie associative, on s'assurait que tous les bénévoles qui avaient des questions partout sur le territoire de Hauts-de-France recevaient une réponse qui avait été qualifiée et qui était une réponse fiable, en fait. Donc ça, c'était le premier niveau d'information. Et puis, donc ça, c'était ce qu'on attendait par rapport aux services qu'on allait rendre au territoire. Et après, ce qu'on attendait, nous, en tant que membres du réseau, quand on a fondé ce réseau, c'était justement de pouvoir mutualiser nos compétences, nos expertises, nos ressources. On produit tous, en tout cas les acteurs de l'accompagnement produisent tous des outils, ils ont leurs propres outils, ils ont tous développé de l'expertise, des compétences avec l'expérience. Donc l'idée, c'était de mutualiser un peu tout ça. Toi, tu es spécialiste sur l'emploi, moi je suis plus spécialiste sur tel domaine et on va partager. Et donc monter en compétences tous ensemble. On va aussi se dire qu'on n'est pas concurrents, mais qu'on est plutôt là pour coopérer. Et dans un temps où les financements publics pour la vie associative se restreignent, le fait de porter cette idée que c'est par la coopération qu'on va s'en sortir et pas en se mettant en concurrence les uns avec les autres, c'est pour nous, mouvement associatif, une idée très forte. Et puis aussi avec l'idée qu'on allait, par le biais de ce réseau, mieux valoriser, promouvoir, accompagner toutes les innovations portées par les associations sur le territoire et faire la promotion globalement de la vie associative auprès des acteurs. Alors, comment ça fonctionne? On a 2 niveaux. Dans ce réseau, il est construit sur 2 niveaux et ça s'explique un peu par Mon l'histoire. diaporama, Claire, ne défile pas. Il reste juste à la première page. Excuse-moi de Ah, t'interrompre. alors je ne sais pas quoi faire parce que moi, il défile sur mon écran. D'accord, on va reprendre ça pour que tout le monde puisse le voir. Peut-être que... Parce que, ouais, moi, on me dit, on me dit bien que l'ordinateur est en train de partager l'écran et sur mon écran, je vois bien que, le PowerPoint défile en fait. Donc Je dois voir si je peux me permettre, Claire, de t'aider méthodologiquement. Oh, avec plaisir. Il y a sûrement deux fenêtres d'ouvertes. Tu dois avoir une petite fenêtre avec ton voilà, on le voit. Et l'autre non. Et du coup, là, si tu dois faire à partir de la diapositive actuelle, ça devrait fonctionner. Alors, j'ai pris la main, du coup, je défile les slides, Claire. Ok. Alors, on va prendre la main, on va faire comme ça. Merci, Gwendoline. Excuse-moi, Claire, tu peux continuer. Non, mais je t'en prie, comme je ne me voyais pas sur mon écran, du coup, je n'avais pas forcément le... Alors, donc j'ai expliqué qu'on était sur un réseau qui fonctionne à 2 niveaux.
qui s'expliquait aussi par l'histoire de nos 2 réseaux, puisqu'en Picardie, on avait plutôt construit un réseau sur la question de l'accueil, de l'orientation et de l'information, des associations, des bénévoles, des porteurs de projets, en se disant: «Il y a beaucoup de ressources, sur la vie, sur l'accompagnement de la vie associative» et l'étude d'Orlan l'a bien montré tout à l'heure, hein, et vous avez été nombreux à dire: «Oh là là, mais il y a plein de sigles, il y a des PIVA, des PAVA, de la Maya» et cetera. Et donc, je me souviens d'un bénévole associatif qui nous avait dit: «Il nous faut un GPS, dans tout ça, pour nous y retrouver dans tous ces sigles», et on est parti un peu de cette idée-là, en se disant, ben, PIVA, c'est un sigle qui va éclairer tous les autres. Et donc on avait construit en Picardie ce réseau, qui s'appuyait sur les bonnes volontés, hein. Donc on est allé démarcher les structures, on leur a dit: «Vous faites déjà plus ou moins cette mission d'accueil, d'information, des associations sur votre territoire. Nous, on vous propose, de rendre cette mission plus visible, de vous apporter aussi de la formation, de l'information, pour pouvoir, mieux, rendre, ce service, aux habitants de votre territoire, en faisant partie d'un réseau, en pouvant échanger, aussi avec ce réseau, en ayant des espaces aussi pour échanger sur cette mission avec d'autres acteurs». Et donc, on avait structuré ce premier niveau d'information. Et puis, dans le Nord-Pas-de-Calais, ils avaient plutôt, eux, structuré, le niveau accompagnement et expertise vie associative. Et donc, en fusionnant nos 2 réseaux, on a construit un réseau, aujourd'hui assez complet qui conjugue une logique de proximité. Donc, vous voyez, 100 points et on est encore en train de les développer. Avec l'idée de mailler très, très finement le territoire. On peut avoir plusieurs points, par exemple à l'échelle, d'une grande ville comme la métropole de Lille, parce que c'est intéressant aussi d'aller sur les quartiers, d'aller voilà, d'avoir cette notion de proximité, et c'est aussi bien évidemment intéressant en milieu rural. Et donc avec ce premier niveau, qui se pense dans la proximité et qui se pense comme une première réponse, et puis un deuxième niveau où là, les structures sont conventionnées et financées par l'État et la région, qui est sur un niveau d'expertise et d'accompagnement généraliste de la vie associative. Donc il y a bien ces 2 niveaux-là. Vous le voyez sur le niveau 1, c'est une démarche volontaire, ça veut dire que les structures ne sont pas financées. Mais ça fonctionne parce qu'en fait, c'est des structures qui font déjà cette mission. Par exemple, les centres sociaux, dont c'est pas la mission principale, mais qui souvent sont repérés, sur le territoire comme étant un interlocuteur pour les associations. Ça peut être des communes. J'entendais, tout à l'heure, quelqu'un dire: «Est-ce que les élus sont intégrés?» Alors, on n'a pas des élus en tant que tels intégrés, mais par contre, on a beaucoup de petites communes en territoire rural où souvent il y a un agent qui a été formé pour, répondre aux questions des associations. Bien, le fait d'intégrer le réseau, ça permet, que cet agent, soit, parfaitement au courant de toutes les actualités de la vie associative, puisse bénéficier de formations qu'on dispense via le réseau. Et donc souvent, les communes sont volontaires pour intégrer, le réseau et le rejoindre. Donc nous, ce qu'on demande, c'est juste, de s'engager à identifier une personne dans la structure qui, elle, s'engage à suivre 2 jours de formation pour entrer dans le réseau. Ensuite, hein, il y a d'autres, possibilités de se former et puis, de rencontrer des acteurs, mais en tout cas, ce qui est obligatoire, c'est ces 2 formations socles. Hem, de participer quand même régulièrement au temps collectif du réseau pour pouvoir, continuer à s'informer, et puis, ça se concrétise par la signature d'une charte, on va dire une forme de charte d'engagement réciproque où, la structure et nous, les partenaires du réseau, on prend des engagements les uns envers les autres, et puis on a des partages, on a des principes, pardon, partagés, sur la façon dont on a envie de rendre ce service, et notamment sur la question de la gratuité, je l'ai déjà dit, mais voilà, sur l'écoute aussi des associations, et on retrouve un certain nombre de valeurs dans cette charte. Et ensuite, on a donc ce niveau, plutôt d'expertise, où là, on est sur un niveau d'accompagnateur, heu et qui, là, pour le coup, fait l'objet d'un financement, d'un conventionnement. Donc un financement, à la fois, d'un côté État et de l'autre côté, par le conseil régional. Et avec, évidemment, là, un niveau, d'exigence. Il y a un cahier des charges, il y a un niveau d'exigence beaucoup plus important vis-à-vis de ces structures qui sont financées. Je veux bien qu'on fasse défiler la suivante. Donc là, vous avez un petit résumé de ce que je vous ai dit en termes de mission. Donc là, on est sur le premier niveau, hein, les PIVA. Leur mission, ça va être d'accueillir, les personnes qui ont des questions sur la vie associative, c'est-à-dire d'organiser une permanence physique, téléphonique, et par mail. Donc de s'engager à être disponible pour répondre,
on va dire, aux heures ouvrables à toute question sur la vie associative. Personnaliser l'accueil, ça pour nous, c'était important quand on a construit le réseau. C'était bien de dire, il y a vraiment une personne dans la structure qui est identifiée, parce que pour les associations, c'est important de savoir à qui je m'adresse. Et on sait que si cette mission, elle n'est pas mise sur une personne, elle va finir par se perdre. Et puis, comme il y avait l'idée de former aussi les gens, c'était important que ça repose aussi sur des personnes. Donc, c'est bien une primo-information. On forme aussi, nous, nos PIVA à dire, attention, vous n'êtes pas compétent ni expert sur tout. Donc, surtout, ce sur quoi on les forme, c'est aussi à identifier les ressources expertes sur leur territoire, vers qui elles vont renvoyer quand il y a une question d'emploi, vers qui elles vont renvoyer un porteur de projet culturel, plutôt vers le réseau culturel, etc. Donc, c'est bien une mission d'orientation. Et on a le PIVA expert sur son territoire qui va, lui, animer un peu ce réseau des PIVA premier niveau. Donc, voilà, il y a une animation qui se fait sur plusieurs échelons et qui vise à renforcer, au final, tous les liens entre l'ensemble des acteurs qui interviennent sur la vie associative. Alors, comment tout ça est animé? Donc, il y a une formation d'entrée, je l'ai dit, dans le réseau pour le niveau 1. Donc, c'est 2 jours obligatoires. Toute nouvelle structure qui veut rentrer dans le réseau s'engage à déléguer une personne qui va se former pendant 2 jours. Et si cette personne doit quitter la structure, bien évidemment, s'il y a une nouvelle personne qui arrive, elle doit aussi s'engager à être formée. On a aussi donc une animation à l'échelon régional et une animation à l'échelon départemental, avec des temps d'information qui sont organisés à l'échelon départemental, par exemple sur la question ça peut être sur la question de l'engagement des jeunes. Comment est-ce qu'on accompagne des projets portés par des jeunes, y compris par des jeunes mineurs? Donc, ça va être une mise en lien avec les juniors associations, avec toutes les ressources qui existent du côté des associations qui travaillent sur la jeunesse. On a des temps d'échange régionaux, donc principalement un séminaire sur 2 jours tous les ans pour un peu faire réseau et puis se redire qu'est-ce qu'on fait dans ce réseau, qu'est-ce qu'on y fait ensemble, pourquoi on y est et puis sur quoi on va travailler. Et puis tout un outillage aussi, bien sûr, avec un extranet, une mailing list qui permet, alors ça c'est ce qui fonctionne le mieux, qui est très très réactive. Tous les points PIVA sont sur cette mailing list et en fait, c'est juste c'est de la formation de pair à pair puisque dès qu'il y a une question, dès qu'un PIVA est confronté à une question à laquelle il ne sait pas répondre, il a aujourd'hui le réflexe d'aller mettre cette question sur la mailing list et ce sont les collègues qui répondent et qui qualifient la réponse. Nous, on capitalise tout ça. On a aussi les DDVA qui sont présents sur cette mailing list, donc qui peuvent aussi apporter des éléments parfois de rigueur, de légalité en fait par rapport à la réponse qui est donnée. Voilà, donc on a ces outils-là qui ont été développés depuis quelques années. Là, alors ça vaut surtout pour les gens du territoire, mais donc l'animation se fait à la fois à l'échelon régional, donc c'est bien le mouvement associatif des Hauts-de-France qui est animateur du réseau. Donc nous, on a une chargée de mission dédiée à l'animation du réseau à l'échelle régionale. Et puis on fait ça bien évidemment en lien étroit avec notre délégué régional à la vie associative des services de l'État. Et puis on a un principe de co-animation toujours au niveau départemental entre un acteur associatif du territoire qui fait cette animation départementale et le DDVA du territoire. Voilà, tu peux faire défiler. Bon, là, les instances, juste vous dire qu'on a l'instance un peu institutionnelle, ça va être le comité régional de développement de la vie associative, qui est coprésidé chez nous par l'État et la région. Donc, il y a l'élu de la région, l'élu à la vie associative qui préside cette instance avec le SGAR, qui est donc le secrétariat général aux affaires régionales, qui est un peu l'adjoint du préfet, je vais le dire comme ça. Donc, on a cette coprésidence dans cette instance avec des experts associatifs qui permet de valider, d'entériner un peu les grandes orientations qu'on va prendre pour le réseau. On a un comité de pilotage vraiment spécifique où là, on va retrouver plutôt les gens qui sont sur l'opérationnel, donc les DRVA, des DVA, les animateurs du dispositif à l'échelle régionale et départementale, et bien sûr la région qui finance, qui participe de près au pilotage, et où là, on va vraiment se mettre d'accord sur comment on avance sur la couverture territoriale, sur quelles thématiques on va travailler cette année. Par exemple, c'est pas très original, mais on a décidé de travailler tous ensemble sur la question de la transition numérique. Voilà, comment, et aussi sur la question cette année
de la transition écologique aussi. Donc, comment est-ce qu'on forme les PIVA aussi sur ces sujets. Donc voilà, on va se donner, on va travailler comme ça sur nos enjeux communs. Et puis, on a un comité plus technique où là, ce sont les animateurs entre eux qui se réunissent. Donc, on est en lien, on se réunit très, très souvent. Voilà, et puis je vais finir juste en redisant quels sont les partenaires de ce réseau. Donc, sur les partenaires institutionnels et financeurs, on a donc bien l'État et le Conseil régional. On a aujourd'hui un département qui est cofinanceur, qui est le département du Pas-de-Calais. Et après, sur les partenaires de coopération, il y a évidemment tous les acteurs de l'accompagnement. Il y en a quelques-uns qui sont cités, mais les réseaux associatifs sectoriels qui sont membres du mouvement associatif, les fédérations associatives, un certain nombre de services déconcentrés de l'État. Par exemple, on travaille aussi avec la Directe sur les questions d'emploi. Les collectivités territoriales, donc l'idée, c'est là d'aller toucher notamment un maximum de communautés de communes pour les intégrer dans le réseau. Voilà, grosso modo, tous les acteurs qui participent de ce réseau. Très bien, merci Claire. Peut-être qu'on peut se prendre un petit peu un temps de questions. Louis-Julien, au standard, voilà, tu peux me dire s'il y a des chats, puisque vous pouvez, je ne l'ai pas reprécisé pendant cette deuxième partie d'après-midi, vous pouvez poser des questions par chat, on les prendra et on posera donc on va les rassembler, on posera des questions donc à Claire, et puis tout à l'heure on va continuer encore avec une dernière partie sur les perspectives. Mais Julien, je te laisse la parole. Oui, merci de passer la parole à la caravane régie. Il y a quelques questions, en tous les cas, des demandes de précision sur ce que tu viens de présenter, Claire. Notamment une qui était sur la composition du réseau. Il y avait une question sur combien est-ce qu'il y a effectivement de PIVA+ au sein du réseau PIVA. Ça, c'était une première question. Et une deuxième, c'était est-ce qu'il y a des entreprises dans le réseau PIVA qui composent un peu ce réseau? Alors, sur le réseau premier niveau, vraiment, l'idée, c'était de se dire toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Alors, il n'y a pas d'entreprise privée dans le réseau des PIVA, ni même des PIVA+. On est à 100% sur des acteurs associatifs ou des acteurs publics. Voilà. Pour une question de principe de gratuité, notamment, je pense, et aussi de partage de valeur. Alors, en tout cas, à ce jour, aucune entreprise privée n'a frappé à la porte. Donc, je ne suis pas en mesure de vous dire comment on aurait statué, mais le cas n'étant pas arrivé. Donc ça, c'est pour le premier niveau. Il y a vraiment cette idée que tous les acteurs toutes les bonnes volontés sont bienvenues et qu'on est sur une mixité. Là, par exemple, on travaille sur la question des maisons France Service. On se dit que ça peut être hyper intéressant que les maisons France Service intègrent ce réseau et que celles qui ont les moyens d'avoir un personnel qui peut consacrer un peu de temps à la vie associative puisse et soit prête à former l'agent qui va être mis dans cette maison, puisse intégrer le réseau. On travaille aussi là en ce moment au rapprochement avec le réseau des tiers-lieux, parce que là, on se dit là aussi, on a une ressource intéressante. Il y en a certains qui sont déjà dans le réseau. Enfin voilà. Ensuite, sur le niveau 2, là, on a principalement des structures associatives quasiment à 100%, à part quelques maisons d'associations qui vont être communales, ou qui vont être publiques. Mais sinon, on a quasiment que des structures associatives avec, dans la typologie des structures, on va retrouver des maisons d'associations, on va retrouver des structures membres de réseaux et de fédérations, par exemple de jeunesse et d'éducation populaire, donc des structures LIG, des structures Franca, enfin ce type de structures, des centres sociaux, dès lors qu'ils ils ont cette mission d'accompagnement généraliste de la vie associative. Donc, le contour de la mission, c'est bien d'accompagner les associations, les porteurs de projets sur une mission généraliste. Évidemment, en articulation avec le travail que font les réseaux sectoriels et plus spécialisés sur tel ou tel domaine d'activité, en réfléchissant bien à cette articulation. Mais sur le niveau PIVA+, on est bien sur une dimension très généraliste de la vie associative. Donc, on a aussi des CDOS, par exemple, qui pouvaient avoir le label. Donc, les CDOS, c'est les structures, les comités départementaux olympiques et sportifs, dont certains
dont certains sont labellisés centres de ressources et d'information des bénévoles, donc qui avaient tout à fait vocation à rentrer dans ce réseau. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Et sur le nombre? Ah oui, sur le nombre, pardon. Donc il y a une centaine à ce jour de points de premier niveau, mais ça a vocation à se développer encore. Et on a une trentaine de structures sur l'échelle Hauts-de-France, voilà, qui sont réparties sur les 5 départements. Julien? Merci Claire. Oui, alors on avait une question très pratico-pratique pour rester sur cette question-là avant peut-être d'aller sur d'autres sujets. Tu évoquais beaucoup ces journées de formation. Donc c'était pour savoir un petit peu par qui elles étaient assurées, comment elles étaient prises en charge, quels étaient les contenus de ces formations. Si tu peux en dire un petit peu plus sur ces formations. Oui, alors les formations, on a vraiment co-construit quand on a travaillé sur cet accueil, enfin sur ce niveau 1. Nous, on avait bien repéré déjà, parce qu'on a fait tout ce travail que vous avez fait aussi en Bretagne, hein, mais il y a déjà plusieurs années de diagnostic qui nous a conduit à structurer le réseau. Donc, on avait bien repéré qu'il y avait des structures expertes sur la vie associative. Et donc, c'est avec elles qu'on a co-construit les contenus de la formation du niveau 1 et aussi évidemment avec les services de l'État. Et donc, on a les 2 jours de formation, il y a beaucoup de donc il y a des fiches qui en plus après sont téléchargeables, utilisables et que les structures qui sont Piva peuvent aussi imprimer pour donner aux porteurs de projets. Donc il y a des fiches un peu sur voilà, comment s'organisent les gouvernances associatives, à quoi ça sert les statuts, vraiment sur j'ai envie de dire les fondamentaux de la vie associative. Donc on les forme là-dessus et puis avec il y a une dizaine de fiches, donc encore une fois, qui peuvent être aussi distribuées aux porteurs de projets qui sont labellisés Piva. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de mise en situation, c'est-à-dire qu'on fait des jeux de rôle et on a une diversité de questions qui peuvent se poser et on les met en situation de répondre à ces questions. Et encore une fois, l'idée, c'est de les former à rediriger vers la bonne ressource, pas forcément à répondre en direct à la question, parce qu'on est bien sur l'idée que c'est un niveau d'information. Et on essaie de faire venir aussi dans une demi-journée les acteurs du territoire qui peuvent être vers qui peuvent être amenés à rediriger les structures. Donc, on fait venir, par exemple, la structure porteuse du DLA, on fait venir les Piva+, on fait venir le DDVA, enfin voilà, pour qu'ils identifient aussi physiquement les personnes qui vont porter, qui peuvent être ressources sur leur territoire, et puis on leur fait une présentation des outils du réseau dans lesquels ils vont pouvoir retrouver aussi un peu de la matière sur quels sont les acteurs ressources de leur territoire. Voilà, grosso modo, les 2 jours de formation. Et pour savoir donc les financements, donc dans l'enveloppe régionale, il y a des lignes pour financer à la fois des outils de communication et des outils de formation pour l'ensemble du réseau. Ce n'est pas des lignes très importantes, hein, parce que ce n'est pas des formations qui coûtent très, très cher. Et ces lignes nous servent à défrayer en fait, les gens qui vont être intervenants pour ces formations. Et ce sont les acteurs de l'accompagnement qui sont les intervenants. Et donc, c'est avec eux qu'on a construit les contenus et ce sont eux, ceux qui ont envie de le faire, qui sont volontaires pour le faire, ce sont eux qui viennent animer ces formations avec nous. J'ai une petite précision, quand on dit avec nous, c'est-à-dire qu'il y a des personnes aussi au mouvement associatif qui sont dans cet encadrement, à la région. Est-ce que tu peux nous préciser? Alors nous, donc le collectif du réseau, il est bien, enfin en tout cas sur les acteurs qui animent ce réseau, il y a bien la région, donc il y a un service vie associative à la région et il y a un chargé de mission qui est plutôt dédié sur l'animation des territoires, donc c'est aussi avec lui qu'on travaille. La personne qui est déléguée régionale à la vie associative pour les services de l'État, les délégués départementaux à la vie associative et puis les animateurs associatifs départementaux. Donc voilà, quand on fait des formations de premier niveau, enfin pour les points de premier niveau, donc quand on a repéré un certain nombre de points, on monte les formations. On essaie de les faire en général à l'échelle départementale, mais ça dépend.
voilà, ça dépend un peu de où viennent les gens. Ça peut être aussi sur juste si on a plusieurs personnes. On attend d'avoir un certain volume en fait pour monter une formation. Donc c'est un peu en réponse à la demande et aux stratégies de développement du réseau qu'on monte les formations. Voilà, et donc bien évidemment, c'est les acteurs du territoire qui vont être invités aussi à participer à ces formations. Donc, ça va être le DDVA du département, l'animateur associatif du département. Et puis, nous, on vient toujours aussi voilà, assurer aussi une co-animation avec eux. Alors, si je peux me permettre, Yannick, une dernière question. C'était un lien parce que c'est le nerf de la guerre, hein, c'est cette question des financements, je crois que tu as évoqué. Donc, il y avait une question sur quel financement pour un point PIVA. Et je fais un lien, et est-ce qu'il y a une distinction PIVA plus? Et je fais un lien avec une question qui avait été posée un tout petit peu plus tôt là, dans l'après-midi et que je n'avais pas pu repasser, mais qui était sur cette question de la pérennité des postes d'accompagnement, la pérennité des structures d'accompagnement. Comment est-ce que l'on vit si on n'a pas des aides qui perdurent dans le temps et comment une chaîne d'accompagnement, finalement, ça se construit dans le temps, ça s'étoffe, ça s'enrichit. Donc, comment vous abordez ces questions-là en termes à la fois de financement, mais aussi de temps? J'en Alors, profite pour poser oui. une deuxième question, comme ça, je n'aurai pas juste à interrompre. Juste sur l'idée sur l'évaluation et l'impact que ça a. Est-ce que vous avez des outils d'évaluation? Voilà. OK. Alors sur la première question, les 2 questions vont souvent ensemble d'ailleurs. Mais sur la première question, de la pérennité des financements, ça s'est construit encore une fois un peu différemment sur les 2 ex-régions. On avait plutôt sur le Nord-Pas-de-Calais un réseau qui était vraiment État, qui avait été structuré d'ailleurs à l'initiative de l'État, hem et qui n'était à l'époque que financé par l'État. Côté Picardie, on avait été, nous, mouvement associatif à l'initiative et avec la région qui était très soutenante. Comme je vois que les travaux s'engagent chez vous aussi un peu de la même manière, mouvement associatif et région avec cet enjeu, voilà, de structurer les choses à l'échelle régionale. Aujourd'hui, on a donc c'est l'État et la région qui sont partenaires. Donc ça se traduit financièrement par l'attribution de postes FONGEP par l'État, donc ce qui donne quand même une certaine pérennité. Alors c'est pas forcément, pour ceux qui connaissent, ce mode de financement, à la fois il est plutôt pérenne et en même temps c'est pas un financement qui permet de développer un poste, à temps plein puisque c'est 7 000 € par an, mais qui s'accompagne d'une petite subvention. Donc ça, c'est géré par les DDCS, hein. Et puis, avec, des moyens qui sont, complétés par la région aussi, qui vient, abonder. Donc comment ça se passe? Quand il y a une structure qui, qui est labellisée PIVA+ par l'État, il y a un accord entre l'État et la région pour qu'à partir du moment où une structure est labellisée, et ça se fait quand même sur un accord de tous, hein, mais c'est l'État qui labellise. Alors ça déclenche aussi, une possibilité pour la structure d'aller chercher du financement à la région sur ce dispositif-là. Ça, c'est pour les structures PIVA+, hein, pour le financement de la mission d'accompagnement en tant que telle. Et après, il y a un financement, sur la mission d'animation régionale, donc au mouvement associatif, et un financement sur la mission d'animation départementale. Ces financements sont plutôt pérennes parce que, ça fait l'objet, de conventions pluriannuelles d'objectifs, et jusqu'ici, ils ont été, je dois dire plutôt stables. Et quand la région a fusionné, on a changé de mandature, hein, puisque, on a changé vraiment d'équipe, à la tête du conseil régional, et je dois dire qu'on n'a pas eu trop de mal à convaincre la région de s'investir financièrement sur ce dispositif et qu'aujourd'hui, nos partenaires ont l'air plutôt convaincus. En tout cas, c'est un dispositif qui n'est pas du tout remis en question et qui n'est pas du tout questionné par nos partenaires sur, ce qu'il peut produire et sur, son utilité. On l'a vu au moment, alors ça m'amène à enchaîner sur les questions d'impact. Je pense qu'on a progressé parce qu'on avait, tout un outillage et notamment par le biais de fiches contacts qui nous auraient permis, d'avoir une visibilité sur le nombre d'associations, touchées. Aujourd'hui, on est en train de refondre un peu cet outillage parce que, entre, la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais, on n'avait pas forcément les mêmes outils et il y a vraiment une question qui se pose, ça a été souligné dans les études, le manque de temps. Et donc là, les structures, elles sont soumises à un multi-reporting qui est très lourd et on n'arrive pas à trouver un outil qui satisfasse tout le monde puisqu'en gros, certains nous disent: «Oui, alors moi, je suis financé par la CAF, j'ai aussi des financements politiques villes, j'ai aussi ce type de financement qui me demande de remplir telle ou telle, fiche et donc je veux pas avoir une fiche en plus à remplir».
Donc voilà, il y a cette question-là qu'on est en train d'essayer de résoudre. Bon, il y a pour autant des bilans qui sont produits tous les ans par les structures, hein, donc qui de manière consolidée permettent d'avoir une vue de ce qu'ils font. Et après, sur ce qu'on a pu observer nous, par exemple, on a parlé du FDVA tout à l'heure, hein, le Fonds de développement de la vie associative. Il y a eu depuis 2018 une partie de la réserve parlementaire qui a été affectée sur ce fonds, qui a permis de financer de l'innovation, du développement. Quand le dispositif a été mis en place de façon très rapide, nous, on a pu mobiliser de façon très, très réactive tous les PIVA pour faire de l'information auprès des associations locales. Et je pense qu'une des preuves de l'efficience du réseau aujourd'hui, c'est de voir que ces financements, nous, on a partagé l'objectif avec l'État et la région que ces financements arrivent sur les plus petites structures, moins de 2 ETP, voire structures bénévoles, que ça irrigue vraiment la vie associative locale. Et aujourd'hui, on est très content de pouvoir dire qu'on a plus de 80% des projets qui sont financés par le biais de cet outil de financement, et y compris sur la première année, sont des projets émanant de toutes petites structures, avec aussi une couverture territoriale dans les projets qui remontent. Ce n'est pas que des projets qui remontent des métropoles, ce n'est pas que des projets qui remontent des grosses structures. Donc ça, on se dit que là, on a un outil qui permet quand même de toucher assez fortement le tissu associatif local et de l'informer très, très rapidement. Il y a des sessions d'information qui se mettent en place, de l'aide à l'écriture de projets. Les points PIVA+ font aussi ce rôle de proposer des sessions pour accompagner les assos à écrire leurs projets, voire les inciter à monter un projet ensemble quand elles ont un peu le même projet. Il y a tout ce rôle-là. Et puis sur la crise du Covid, on a vu aussi que ça permettait d'informer très, très vite les associations des possibilités d'aller chercher des aides, des dispositions légales par rapport à leurs bénévoles, etc. Oui, et puis il y a toutes les notions également d'accompagnement de fonction employeur. Ce n'est pas évident quand on est bénévole d'être employeur. Évidemment, on n'est pas, c'est pas le rôle, en tout cas, c'est pas dans le charge même d'un président d'association d'être un employeur. Je vous propose de continuer, Claire. Tu pourras intervenir tout à l'heure si tu veux. On fera un nouveau temps de questions-réponses. Là, on va maintenant rentrer dans une phase où on va parler des perspectives. On a déjà posé quelques perspectives. On s'est dit, avec tout ça, comment est-ce qu'on peut travailler? Je vais redonner la parole à Orlane. On n'a pas tout écrit à l'avance, loin de là. On s'est dit, voilà nos champs. C'est un gros travail, évidemment, de restructurer, de travailler sur la structuration des acteurs d'accompagnement en Bretagne, au regard de ce qui se passe ailleurs, comme on l'a vu avec Claire Bizet sur les Hauts-de-France. Orlane, si tu veux bien, on va passer à une dernière diapo. On va pouvoir voir ce qu'on peut tirer comme lien par rapport à le constat qu'on a fait, le diagnostic qu'on a posé. Oui, Yannick, je m'occupe de partager ça tout de suite. Hop. Alors, la question, effectivement, c'était de savoir, effectivement, après tout ce diagnostic et tous les constats qu'on avait pu poser, qu'est-ce qu'on faisait maintenant? Vous voyez bien mon écran, là? Vous ne le voyez pas? Non. Voilà. Je crois que ça y est. Parfait. Alors, la question, effectivement, c'était de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant pour avancer? Quelles réflexions on met en place, qui on sollicite, comment, c'est un large chantier. Et comme le disait Yannick, on n'a pas encore toutes les réponses à toutes ces questions. Mais l'essentiel, c'est de savoir où va-t-on ensemble pour la vie associative en Bretagne. Et donc, il y a des grandes catégories de perspectives qui peuvent venir alimenter la réflexion. Donc, d'abord, la question de favoriser et animer la coopération des acteurs, puisqu'en effet, on voyait que le panorama était relativement flou, et si l'étude a permis de mieux comprendre quand même ce que faisait chacun, l'étape d'après sera plutôt de faire se rencontrer tout ce panorama et que chacun prenne conscience des différents acteurs présents sur les territoires. Donc, ça passera forcément par une animation de l'interconnaissance, mais c'est aussi reconnecter les mondes de l'accompagnement. Alors, effectivement, ces deux premiers enjeux, ça prend à la fois en compte la connaissance des autres, la clarification des enjeux pour tous, l'animation territoriale aussi d'un réseau et éventuellement des rencontres territorialisées des acteurs dans les différents territoires bretons. Et au niveau de la reconnexion des mondes de l'accompagnement, c'était aussi créer du lien entre tous les acteurs, puisqu'on a vu
il y avait certains dispositifs, associations, collectivités territoriales, le monde de l'ESS, les établissements publics. Il y a des acteurs qui sont vraiment très très larges. Et le but, c'est de pouvoir reconnecter tous ces mondes pour essayer effectivement de créer un accompagnement commun autour de cette chaîne. Et du coup, le dernier point de cette partie-là, c'était le partage, la coopération et la complémentarité autour des différents outils et des différents éléments qui peuvent être à disposition. Donc, c'est aussi pour développer le principe de subsidiarité, pour que tout le monde puisse être complémentaire et mieux se comprendre les uns avec les autres. Et c'est effectivement unir les premiers interlocuteurs du territoire pour les laisser aussi pouvoir inventer comme ils le font déjà si bien, mais de manière plus coopérative pour certains cas. Et enfin, le deuxième point, c'était former et donner des clés aux accompagnateurs, puisque on a vu l'importance aussi avec toute l'explication de Claire avant, de donner un socle commun aux accompagnateurs pour avancer ensemble aussi avec la même perspective et pour pouvoir aussi créer des documents communs sur les fondamentaux de la vie associative, pour éviter notamment les contre-informations, mais pour aussi enrichir les différents éléments déjà présents. Donc, le but, c'est de pouvoir organiser des journées de formation pour les acteurs pour toujours permettre la montée en compétence des acteurs et effectivement la mise en commun de toutes les données et tous les documents qui peuvent être à partager pour la suite. Donc, je ne sais pas, Yannick, si tu as d'autres choses à ajouter par-dessus tout ça. C'est déjà un bon début de réflexion. Oui, non, vous dire déjà, effectivement, normalement, on aurait dû être sur le terrain à votre rencontre et discuter de ça physiquement et vraiment pouvoir se dire, écoutez, c'est un dossier complexe qui fait intervenir les services de l'État, les services des collectivités locales, des fédérations, des maisons des associations. Il y a beaucoup de monde, mais je trouve que il a le mérite même s'il est complexe, on a le mérite d'avancer. On a vu dans la première partie cet après-midi combien les différents sigles déjà, différents acronymes de Maya, PAVA, CRIB faisaient que c'était quand même très difficile à comprendre. D'ailleurs, on a bien vu dans les chats et les questions qui nous étaient posées, c'est mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Et donc Claire a commencé son intervention en disant nous on a créé PIVA, je ne sais pas si c'est la bonne solution, en tout cas ils ont créé un dispositif qui s'appelle PIVA, qui est un sigle qui éclaire tous les autres. Voilà ce que j'ai retenu aussi de son intervention, c'est-à-dire qu'on crée de la simplicité et aussi, je crois, à son écoute, peut-être de l'efficacité. Ça a l'air quand même assez reconnu par les acteurs. Et voilà ce que j'avais à vous dire. Comment vous dire d'autres? Est-ce qu'il y a peut-être des questions de l'autre côté de l'écran, si je puis dire? Nous intervenons aussi, bien sûr, qu'on fait partie, on est copilote d'un dispositif important pour la Bretagne, c'est le dispositif local d'accompagnement. Claire en a un petit peu parlé, nous avons un rôle de coordination de parcours d'accompagnement des structures associatives dans le territoire. Et nous comportons avec les services de l'État, donc avec la Directe et avec la Caisse des dépôts et la Chambre régionale de l'économie sociale, ce dispositif qui doit, bien entendu, qui doit être au cœur de cette organisation d'accompagnement de la vie associative, ça semble évident. Louis-Julien, je te laisse la parole pour savoir s'il y a des questions à nouveau, et puis après on ira voir Julie sur son travail graphique. Alors, on avait peu de questions complémentaires sur la dernière partie. Il y avait des questions tout à l'heure, peut-être, qui étaient sur repréciser peut-être le lien entre ce réseau et les différentes fédérations régionales existantes. Et il y avait une demande sur ce que tu as évoqué tout à l'heure aussi un petit peu, Yannick, sur cette fonction, sur l'accompagnement de la fonction employeur que vous avez mis en place dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France. Est-ce que, Claire, tu peux nous redire quelques mots sur ces deux points? Le lien avec les fédérations régionales et le second sur l'accompagnement de la fonction employeur. Oui, alors le lien avec les fédérations régionales, elles ont été à l'origine on a vraiment co-construit le projet à partir du mouvement associatif et de ses membres. Et donc, il y a un lien de différentes natures selon que les structures, elles vont pouvoir s'inscrire dans des missions d'accompagnement généraliste.
comme je le disais. Donc, c'est le cas de certaines structures, principalement qui sont sur les réseaux jeunesse, éducation populaire, mais aussi certains réseaux sportifs. Et d'ailleurs, je dois dire que la question, je ne l'ai pas évoquée, mais dans les valeurs et les principes du réseau, l'éducation populaire était pour nous un principe important, hein. J'ai entendu le témoignage de la maison, j'ai oublié le prénom, pardon, mais de la personne qui travaille à la maison des associations de Quimper, qui parlait voilà, en disant c'est aussi développer le pouvoir d'agir. Donc on est aussi dans cette idée, voilà, dans ces valeurs de l'éducation populaire. Donc voilà, pour le lien au réseau et aux fédérations, il y a celles qui vont être comme ça, qui vont pouvoir être sur des missions un peu généralistes, et puis il y a des réseaux beaucoup plus, qu'on va dire, sectoriels, inscrits sur des secteurs d'activité, des spécificités, comme par exemple l'URIOPS qui travaille sur le secteur du sanitaire et social. Et donc nous, l'idée, c'est bien que celles qui ne sont pas inscrites dans ce réseau en tant qu'accompagnateurs soient identifiées par les accompagnateurs comme ressources sur voilà, quand il y a des porteurs de projets sur différents champs d'activité. Enfin, que tout ça soit, encore une fois, bien en lien et contribue à la mise en lien des acteurs. Sur la question de l'accompagnement à l'emploi, on a un troisième dispositif. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup de dispositifs, mais en fait, on va retrouver une grande partie des acteurs de Piva+ dans celui-là. La région, quand elle est arrivée sur cette nouvelle mandature là, en 2016, avait une forte priorité qui était développer l'emploi dans la région. Et donc, on a monté avec eux un dispositif d'aide à l'emploi pour les associations, comme ça a pu exister par ailleurs dans beaucoup de régions. Et avec aussi, nous, on avait vécu on avait vécu des aides à l'emploi déjà par un précédent conseil régional. Et ce qui nous avait semblé manquer quand on avait fait un peu l'évaluation de ce dispositif, c'était de se dire que les structures allaient chercher les financements pour créer de l'emploi, mais que toute la partie accompagnement, elle n'avait pas été pensée. Et que là, si on proposait, nous, mouvement associatif, un dispositif d'aide à l'emploi, il fallait qu'on propose aussi un dispositif d'accompagnement avec cette aide financière. Et donc, on a monté un réseau de conseillers à l'emploi. Donc, il y en a une grande partie qui sont des Piva+, qui donc cumulent les fonctions, mais avec un financement en plus quand ils font de l'accompagnement à l'emploi. Et puis, c'est là aussi où on va retrouver nos réseaux sectoriels qui vont aussi avoir cet accompagnement à l'emploi pour pouvoir accompagner les structures de leur réseau qui souhaiteraient émarger sur cette aide à l'emploi. Et en fait, cet accompagnement à l'emploi, il se traduit par... les structures sont reçues, on fait un premier état des lieux avec elles sur... voilà, pourquoi, sur leur projet d'emploi, à quoi ils répondent, pourquoi ils veulent créer cet emploi, comment ils vont le financer et surtout comment ils envisagent de le financer à l'avenir, puisque l'aide de la région, elle est dégressive. Donc l'idée, c'est vraiment, dès la création de l'emploi, de réfléchir aux enjeux de pérennisation. Donc là, on est un peu à mi-chemin du dispositif. On arrive sur les premiers bilans intermédiaires, parce que les conseillers doivent aussi faire un bilan. En gros, c'est un financement sur 4 ans. Donc, l'idée, c'est au milieu du chemin, on fait déjà un bilan avec la structure. Et ce réseau, donc, qui s'est quand même constitué sur un dispositif précis, ce que je voudrais dire, c'est que là, il y a... Enfin, voilà, ça crée vraiment de l'intelligence collective et les structures sont toutes... moi, je vois des structures aujourd'hui venir aux réunions, elles n'ont pas de dossier à présenter, mais elles viennent quand même parce que c'est un espace vraiment où on peut échanger de l'information, où on peut voilà, s'échanger de l'outillage. Et donc là, on est en train de réfléchir à ce que ce réseau puisse éventuellement aller sur les questions d'apprentissage. Donc, on a structuré aussi des outils là-dessus. Et on se dit qu'on a un réseau là avec des acteurs qui coopèrent très bien ensemble, qui travaillent très bien ensemble, qui prennent plaisir à travailler ensemble et qui ont développé de l'outillage en commun, de l'expertise en commun, et tout ça dans un enjeu qu'on porte, nous, très fortement et très politiquement, le mouvement associatif, qui est un enjeu d'avoir un emploi associatif de qualité. Voilà, de se dire, c'est pas de développer de l'emploi à tout prix, c'est vraiment de développer et de faire, d'avoir un emploi associatif de qualité pour le bien-être des bénévoles, des salariés, pour la qualité des services. Oui, je tiens juste encore à rappeler que le mouvement Initiative Bretagne, mais comme évidemment en Hauts-de-France, est copilote donc, du comité de pilotage du dispositif local d'accompagnement, du DLA, qui est vraiment sur ce champ-là, qui a aussi une mission de coordination de parcours d'accompagnement des structures associatives des territoires, donc qui est vraiment sur l'emploi. Mais il y a tout le pan aussi associatif non employeur, voilà, qui est aussi important dans ce champ d'accompagnement.
Donc tout ça est articulé en sachant qu'évidemment chaque région a ses particularités. On a pris du retard. Peut-être avant de donner la parole à Julien, je vais faire intervenir à Julie, excusez-moi, je vais faire intervenir lui, Julien, et puis après on pourra conclure, hein, voilà, et terminer cet après-midi avec Anne Pateau et Catherine Latour. Oui, c'était juste pour terminer avec quelques remarques plutôt que des questions finalement, notamment par rapport aux préconisations que vous avez présentées, hein. Et tu as bien rappelé qu'en fait, on était censé travailler tous ensemble sous un format d'intelligence collective cet après-midi à tout ça, et que là, c'est un petit peu plus compliqué. On avait des interventions, notamment de Annie, qui parlait de l'importance de l'aide au niveau juridique pour les associations. Voilà. Et puis une phrase que j'aurais bien gardée pour la fin de Guillaume Hardy, de l'espace associatif de Quimper-Cornouailles, qui disait « Un paysage de l'accompagnement avec un peu de flou, avec un peu de jeu, un peu de redondance, c'est bien aussi, ça permet souplesse, résilience, créativité et réactivité. » 3 petits points. Très bien, merci. Vous dire d'abord, avant de donner la parole encore à Julie qui patiente, de dire que on fera des rencontres territoriales dès qu'on pourra sortir, dès qu'on sera déconfiné, on fera des annonces et on pourra rassembler sur les territoires selon soit départemental ou infradépartemental, on verra, sur toute la Bretagne. Voilà. Donc, ça va continuer. Je donne la parole à Julie pour voir ce qu'elle en a tiré. Ça ne doit pas être facile, évidemment. Il y a beaucoup encore là de matière. Mais on va voir Julie, qui est facilitatrice graphique, qui va essayer de faire la synthèse de tout ce qu'on a pu se dire cet après-midi. Merci. Alors, je vais passer à l'écran. Hop là, pardon. Oula c'est mon fond d'écran. Le dernier visuel sur la partie de présentation sur les dispositifs PIVA et PIVA+ dans les Hauts-de-France, avec donc, alors je vais vous proposer, hop, voilà. Donc la présentation donc, du dispositif PIVA qui a avant tout une mission d'accueil et d'information sur un lieu bien défini avec une personne référente et des outils qui sont mis à disposition. L'idée, c'est vraiment de donner une primo-information et ensuite de relayer, c'est ce que j'ai mis ici, vers des experts, des personnes ressources sur voilà, des questions, des besoins très précis. Mais le dispositif PIVA se veut vraiment comme une première porte d'entrée pour l'orientation, en tout cas, vers après d'autres dispositifs existants. Et puis, il y a ensuite ce deuxième niveau ici, qui est le dispositif PIVA+, qui a donc cette mission d'expertise, avec là des structures qui sont financées et conventionnées, ce qui n'est pas le cas des structures PIVA simple, enfin c'est voilà. Le dispositif PIVA+, donc voilà, avec vraiment cette notion d'expertise. J'ai remis ici en bleu clair toutes les le dispositif qui est mis en place, donc avec une formation à l'entrée pour les structures qui souhaitent intégrer ce réseau, avec des informations, des temps d'échange et un séminaire régional également qui sont proposés, et puis également des outils numériques avec des plateformes, des mails qui permettent voilà, vraiment des échanges entre les différentes personnes de ces structures s'il y a des besoins, des questionnements par rapport à des informations. Et puis tout ce que j'ai mis en jaune, par rapport au réseau, alors c'est vrai que ce réseau PIVA, finalement, qui met en lien donc, les structures qui font partie de PIVA+, avec des acteurs associatifs qui sont aussi en lien avec les tiers-lieux, avec également les acteurs publics, les maisons des associations, les centres sociaux, avec donc, ces structures de niveau 1, ce qui a été nommé niveau 1, une centaine à peu près de structures sur ce type de dispositif, une trentaine sur le niveau 2. Mais vraiment, voilà, cette notion de mise en réseau qui a été soulignée beaucoup. Et puis, ce qui a été évoqué à la fin sur la question du financement, comment sont financés ces dispositifs. Et puis, quid de l'évaluation, chacune de ces structures est déjà évaluée par rapport à son financement par des entités, pas forcément tous et toutes les mêmes. Donc, comment faire pour évaluer
les dispositifs et l'impact des actions qui sont mises en place. Voilà. Je n'ai pas repris la synthèse qui était extrêmement claire d'Orlan sur les perspectives. Je pense que c'était suffisamment synthétique par rapport à ces éléments-là. Bien, merci beaucoup, Julie. Eh bien, peut-être que je vais pouvoir donner maintenant la parole. Alors, je ne sais pas par qui commencer. Avec Anne, si tu veux, ou avec Catherine, comme vous voulez. On sait pas, il n'y a pas de protocole, je ne crois pas, du moins, en tout cas, en visio, je ne sais pas comment que ça fonctionne. Comme vous voulez. Si vous voulez conclure cette journée, et puis après, je donnerai les rendez-vous de la semaine prochaine, puisque ce n'est pas terminé, les assises commencent. Eh bien, Catherine, est-ce que tu veux commencer? Oui. C'est comme tu veux. Non, oui, je veux bien commencer. Je vais essayer. Donc, des mains dans le bonjour à toutes et à tous pour ceux qui nous ont rejoints cet après-midi. Nous arrivons à la fin de cette première journée de ces secondes assises régionales de la vie associative, un peu particulière, il est vrai, mais riche en enseignements et en informations. Nous vous remercions de votre participation par vos questions, vos observations qui ont alimenté les propos de Laurence Davoust et de Roger Soux, qui ont su nous rappeler les valeurs que nous défendons, ce que nous sommes et les problèmes et les paradoxes qui nous animent. Nous avons tracé des perspectives il y a quelques instants et nous ne manquerons pas de vous associer à leur réalisation. Puisque nous parlons beaucoup de co-construction avec les collectivités, mais nous devons être les premiers à la mettre en œuvre. Merci à Philippe Bertrand qui a, comme à son habitude, a su mettre le lien nécessaire pour humaniser cette rencontre. À l'ensemble des intervenants de cet après-midi, dont Claire, qui nous a apporté un éclairage et qui nous aidera certainement dans la réalisation du travail que nous avons entamé. Merci au Conseil régional et à son président, Loïc Chenet-Girard, et au service de l'État, plus particulièrement la Direction régionale de la cohésion sociale, pour leur aide logistique, mais aussi pour leur partenariat, le partenariat que nous avons eu quant au contenu de ces assises. Je terminerai en adressant un grand merci à l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs, tant à la région qu'à la DRCS, qui ont œuvré avec Gwendoline Bénizir-Conan, qui est au mouvement associatif, en charge de cette organisation, et Yannick Béguin, délégué régional. Toutes et tous se sont investis au-delà d'un simple temps de travail. Au sein de nos associations, nous nous posons souvent la question de savoir où est la limite entre l'activité salariée et le militantisme, ou l'activité salariée et le bénévolat de la part de nos collaboratrices et collaborateurs. Ces assises et leur organisation sont la preuve que beaucoup d'entre elles et d'entre eux savent allier les deux. Merci à toutes et à tous. Je continue, Yannick? Bien, oui, bien sûr. Vas-y, prends la parole à Anne. Anne Pateau, vice-présidente du Conseil régional de Bretagne. Je te présente. Merci, Yannick. Je vais m'associer au remerciement de Catherine. Je ne vais pas les reprendre. Moi, j'ai failli caler il y a une semaine sur la tenue de ces assises. J'étais un petit peu sous le coup des nouvelles du reconfinement. J'ai eu un petit coup de mou, à vrai dire. Donc, merci à ceux qui m'ont remis sur le droit chemin en me disant non, on tient le truc, parce qu'effectivement, ce moment est important. Et puis, je trouve que malgré le manque effectivement d'interaction, il était nécessaire de se voir, et puis il nous ouvre des perspectives. Alors peut-être que je vais moi réagir sur l'ensemble de la journée, parce que je partage tout ce qu'a dit Catherine, et juste plus particulièrement rebondir sur la question de l'accompagnement, qui est un sujet qui nous tient à cœur et que nous partageons vraiment dans la feuille de route entre l'État, la région et le mouvement associatif. D'abord, pour dire à Orlan que moi, des stagiaires comme ça, j'en prends tous les jours autant que possible, et que je suis vraiment estomaquée par la qualité de son travail, et je la remercie vraiment.
Et je remercie aussi évidemment Guillaume et Claire qui a pris le temps de venir nous présenter le système qu'ils ont mis en place. Je trouve remarquable ce qui se fait dans les Hauts-de-France. Je pense qu'il n'y a jamais, on ne peut jamais faire du copier-coller, mais je pense que nous avons tout intérêt à travailler ensemble et que nous pouvons gagner un temps précieux à échanger plus loin avec Claire sur la manière dont vous avez avancé sur cette question de l'accompagnement. Je voudrais aussi dire que je me réjouis de la capacité de collaboration qu'on a avec la DRJSCS, enfin la DRCS, le MAB et la région. Il n'y a pas de journée où je ne me réjouisse de notre capacité à être sur une vraie coopération, et je pense que c'est ce qui nous donnera de la puissance. Je pense que les études que vous nous avez livrées et le témoignage nous dit que finalement nos intuitions de travailler prioritairement sur l'accompagnement sont de bonnes intuitions et qu'il faut continuer sur ce chemin-là. Je pense particulièrement, et l'étude d'Orlan le dit, aux petites et très petites associations qui ne s'y retrouvent pas dans le maquis, mais aussi aux collectivités territoriales qui ont besoin de soutenir leurs associations et qui ne savent pas forcément toujours comment le faire. Nous avons donc besoin de monter en puissance ce système. On ne part pas du tout de rien. Il y a un existant, il ne faut surtout pas l'abîmer et il faut surtout le conforter. Et puis, comme le disait Guillaume, faire en sorte que ça soit un réel écosystème. Je crois que c'est Claire qui a parlé de la non-concurrence et de la capacité de coopération. Je pense qu'effectivement, il y a encore quelques postures de chien de faïence des uns et des autres sur un certain nombre de sujets. Il faut qu'on aille plus loin dans nos capacités de coopération. Nous ne serons jamais assez nombreux et assez compétents pour répondre à l'ensemble des défis. Je souscris à l'idée de revenir maintenant vers les territoires. Je l'ai dit, il n'y a pas de copier-coller qui puisse fonctionner, il y a des inspirations qu'on peut prendre, mais il faudra reconstruire de toute façon à partir des territoires, à partir de l'existant, et surtout pas essayer de coller une réponse régionale unique. Je pense qu'il faut un label, effectivement, qui permette de garantir une qualité et une sécurisation des réponses et une sécurisation pour les structures qui sont dans l'accompagnement. Mais il faut aussi à chaque fois se dire que chaque territoire et chaque réseau a ses spécificités. Alors, pour nous, c'est particulièrement opportun de se poser ces questions-là, d'abord parce que le Covid nous fait se poser ces questions-là de manière plus aiguë et plus accrue que jamais, on l'a vu, mais aussi parce que nous sommes en fin de mandat et qu'il y aura, on ne sait pas quand, un autre mandat, et que je pense que c'est le moment de laisser une trace de notre travail et c'est le moment de tracer des perspectives, que ce soit nous ou d'autres, qu'en tout cas on ait posé les bases d'une étape qui va être une étape importante, celle effectivement qui est la structuration de cet accompagnement-là. Donc c'est le bon moment d'écrire, de poser les choses et de les déterminer. Et finalement, cette période de crise, on l'a déjà dit, est une catastrophe et en même temps, doit être le moment pour nous de je dirais, renforcer notre immunité à la difficulté et d'avancer ensemble. Voilà, je suis déjà beaucoup trop longue. J'ai pris énormément de notes de cet après-midi. Je pense qu'avec le mouvement associatif et l'État, nous avons un chantier énorme devant nous, mais assez bien éclairé. Merci à tous. Merci Anne. Avant de se quitter, je voulais vous signaler que les assises continuent lundi et mardi toute la journée avec des ateliers, 12 ateliers. On commence lundi le 9 à 10h avec les coopérations, associations, collectivités à l'heure de la crise, puis le renouvellement de l'engagement et l'intégration des jeunes. Voilà, ça continue comme ça pendant 2 jours et on terminera toujours pareil sur les relations collectivité-association avec une autre entrée mardi soir. Donc voilà, c'est très dense, hein. Il y a beaucoup de thèmes, beaucoup d'engagements et je vous remercie tous et toutes pour tout ce que vous donnez pour le monde associatif. Je tiens vraiment à toutes et tous vous remercier, peut-être un petit peu plus si vous le permettez,
Louis Julien, qui est en rémission de Covid, hein, si on peut le dire, qui était malade jusque-là, qui est venu tout de même. C'est très courageux de sa part, il nous a beaucoup apporté. Merci Louis Julien pour tout ça. Et je vous dis rendez-vous donc, bien écoutez, la semaine prochaine, on continue jusqu'à mardi soir. Et puis après, rendez-vous sur les territoires, on continuera avec les acteurs d'accompagnement à structurer, accompagner, à aider, à soutenir pour un bel avenir pour le monde associatif de Bretagne. Canavo. Anne. Canavo. On va couper, je ne sais pas.